Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Bonjour tout le monde, en ce vendredi du 11 février, on est 3 jours avant la Saint-Valentin. Comment ça va, messieurs? Ça va vraiment bien. J'aime ça, l'énergie que tu as, Steve. Ça paraît que ça fait longtemps que tu n'es pas revenu. Revenu? De quoi tu parles? Je parle de la pause des 6 jours qu'on a avec l'autre podcast la semaine passée. Ah ouais, effectivement. Ben bon, écoute, on fait beaucoup de choses en même temps, des fois trop, mais on aime ça. Les gars, cette semaine... Mais comme j'ai dit, on est 3 jours avant la Saint-Valentin, yes. Donc on s'est payé un petit treat en invitant Georges Mielka, le réalisateur de My Bloody Valentine et de plein d'autres choses. Christophe va nous faire une petite bio. Donc, vraiment hâte de parler avec Georges, qui est une personne tellement très sympathique. Ouais, je pense que tout le monde l'a déjà rencontré ici. Christophe, tantôt, tu disais que tu as déjà fait faire un tour de Ubisoft avec Susan. Oui, donc, oui, voilà 10 ans environ. Ben oui, c'était comme une belle rencontre. En fait, un de mes anciens collègues, Dean Evans, on le salue, directeur créatif de Far Cry 3 Blood Dragon, ben, il était tombé sur Georges Mielka puis Susan Curran, qui travaillait à l'époque pour Anchor Bay. Puis, ils avaient invité chez Ubisoft, me demandé, ça te tente-tu de faire une petite visite du studio? Puis, c'était moi qui étais en charge des visites scolaires, puis des fois de certaines vedettes, des stars. Ça m'est arrivé aussi de faire visiter des personnalités, Pascal Bussière, des gens comme ça, même. C'est qui le réalisateur québécois qui est full bag, là? Canuel? Éric Canuel. Éric Canuel. Oui. J'ai fait faire une visite du studio, c'était super drôle. Anyway, fait que oui, là, peut-être 10 ans, c'était comme un beau moment, belle surprise. Je ne savais même pas le matin, puis voilà, je faisais faire la visite au réalisateur de My Bloody Valentine. Good! Fait que, ben écoutez, on va faire comme d'habitude. Zomblor n'est pas avec nous cette semaine. On va avoir la paix. Fait que c'est moi qui vais m'occuper de partir les petites capsules vidéo. Ça se peut que je me trompe au pire aller. C'est pas grave. Ça se peut que tu m'oublies en gros comme maintenant. T'sais. Exactement. Fait que, allons-y avec le tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique! Puis comme je suis en gros, ben c'est moi qui va commencer. Hein, c'est ça. C'était tout prévu, Christophe, c'était tout prévu. Exact. Puis comme on n'est pas pantoute le premier épisode après les fêtes, je ne parlerai pas de mes cadeaux de Noël du tout, hein, comme des bas de jazz que ma blonde m'a acheté. C'était dans mon bas de Noël. Des bas dans un bas de Noël. T'imagines-tu comment c'est cool? Dès que je change de cellulaire, je vais pouvoir mettre un petit... petite patente en arrière pour le tenir, en forme de tête de mort. C'est cute. Ma blonde m'a acheté 2 livres style horreur, mais des livres faits à la main. Qu'est-ce qui est vraiment cool là-dedans? Montrer celui-là, parce qu'il y a une tête de mort dessus. C'est qu'ils sont cousus. C'est des livres, tu redeviendras poussière. Ils sont numérotés, puis c'est vraiment des petites nouvelles, en fait. Là. Okay. C'est vraiment très cool. Tu sais, c'est comme ma blonde est bibliothécaire. Fait que, livres, acheter des livres, là, ça lui fait vraiment plaisir. Puis moi, les recevoir, j'aime ça. Lire. D'ailleurs, j'ai lu récemment, cette semaine, enfin, ça faisait, je pense, 6 mois que je l'avais, le magazine La 7e Obsession, qui est dédié à moitié sur l'œuvre de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, bien évidemment, on le connaît bien. Beaucoup plus sci-fi que horreur, mais... Oui. Souvent, c'est gore, pareil, tu sais, Robocop, Starship Trooper, mais tu sais, Hollow Man, c'est un film d'horreur quand même. Puis en tout cas, il a repassé, il y a une entrevue avec lui, il passe à travers tous ses films, il parle de ses thématiques, c'était écœurant. Je me suis tapé ça en buvant du café, très heureux, puis j'ai reçu par la poste aussi. Oh, un petit cadeau de Noël que tu as eu de notre ami Danny. Exactement, puis c'est vraiment une belle édition, pour vrai, là, tu sais, t'as comme la métaphore
de l'explosion. Ils l'ont vraiment explosé en Mm-hmm. cube. Je trouve ça vraiment, vraiment nice. Un de mes films. Je préfère l'explosion originale, par exemple. Ben, c'est iconique, là. Mais ils ne pouvaient pas le mettre là-dessus. Ça aurait été trop obvious. Là. Mais vite fait, vous savez que cette explosion-là, dans le film, a été un accident. Hein? Ben, pas un accident. C'était pas voulu d'être de même, mettons. C'était compliqué. Ça a pris du temps. Hein? Comme Pierre David nous disait, là, ça a pris, je pense, 5 fins de semaine qu'il essayait. Puis finalement, un des gars d'effets spéciaux, il a amené un 12 avec du sel. Ouais. Puis part en arrière. Puis là-dedans, il y a un documentaire, justement, il parle avec Chris Wallace, avec Stéphane Dupuis. Il reparle, évidemment, de Dick Smith, qui était décédé au moment de faire la vignette. Mais c'était vraiment intéressant. Là. C'est 20 minutes là, sur les effets spéciaux, dont, justement, l'explosion de la tête. Good. Ben, merci, mon Christophe. Et Martin, toi, qu'est-ce que tu as écouté ou reçu cette semaine? Écoute, mois de janvier, mois de février, c'est plutôt tranquille quand il vient dans les achats parce qu'on a passé à travers les fêtes, ça coûte cher. En plus, on a eu la grève de ma femme et tout. So, moi, c'est pas juste des cadeaux que j'ai reçus, mais c'est une façon aussi de faire de l'argent. Donc, je vais montrer un des premiers cadeaux que j'ai eu. Ah ouais, hein, c'est vrai, tu t'es fait ça, toi. Ah oui, c'est vrai, tu as mis tes photos sur les chandails avec Gabi. C'est très cool. Sur un chandail de Evil Dead, le photoshoot que j'avais fait avec Gabi. Et puis, on s'est pogné aussi une bouteille. OK, cool. C'est vraiment cool, les bouteilles. Elles sont vraiment de bonne qualité aussi. OK, donc, nice. Je vais en profiter vite fait de plugger ma shop parce que sur redbubble.com, si jamais vous voulez aller acheter des articles, j'ai à peu près toutes les photos que j'ai prises avec ma fille. Vous cherchez pour Martin Bruyère 1, c'est Gabby's World of Darkness. Vous allez avoir toute la collection là-dessus et puis cet argent-là va aller à ma fille parce que, écoutez, c'est grâce à elle que ça existe, ce travail-là. Et puis, c'est la modèle, il faut bien la rémunérer. C'est ça, exactement. Ça, c'est mon mois de janvier et puis février. C'était pas mal tranquille, mettons. Cool. Moi, j'ai reçu des petites réceptions. En fait, je me suis acheté The Mutilator, que je n'avais jamais vu, en fait. Je n'avais jamais vu ce film-là. Donc, j'ai acheté ça. J'ai aussi reçu Witchboard 2. J'avais le premier et le troisième. Je n'avais pas le deuxième. Fait que je me suis dit ça. Et j'ai reçu 2 autres films. Un qui s'appelle The Hearse. Excusez. Un qui s'appelle The Hearse, que je ne connaissais pas du tout. Mais ça avait l'air intéressant. Je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, un petit Michael Ironside, Killer Image, qui est un film. Ouais, ça venait ensemble. Fin 80, ça, genre? Ouais, environ des années 80. Hey, il faut que je dise, c'est fou quand même le nombre de films que je découvre à chaque jour et qui étaient faits là, dans le passé. Là, c'est incroyable la liste de films d'horreur qui existent. On dirait que ça finit plus. Que je commence à me demander si on n'est pas dans la matrice, puis la matrice est en train d'inventer des affaires. C'est le bonheur d'être un cinéphile. C'est impossible tout le temps d'être à jour, d'avoir tout vu. Hein, impossible. On est des passionnés, puis c'est le fun justement de découvrir un film aujourd'hui, même s'il a été tourné 20, 30, 40, 50 ans avant. C'est du bonheur. Fait que là, moi, je bois un Bloody César. Hein? Frank Knight en plus. Ouais, mais Bloody César, parce que je suis thématique, on prend de la bière habituellement, mais là, tu sais, My Bloody Valentine. Parlons-en. C'est une très bonne introduction, hein, justement, pour amener notre invité de la semaine, Georges Mialka. Donc, bonjour, Georges. Bonjour tout le monde. Salut, Georges. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur le show. Ah ouais. Puis là, Steve, il t'a amené trop vite parce qu'habituellement, je fais une petite bio avant que l'invité arrive. Mais c'est pas grave, on va la faire avec toi. J'ai dit que je ferais des erreurs parce que notre modérateur n'est pas là. Fait que Christophe, je vais te laisser faire ta petite bio. Pas de trouble. Donc, Georges Mialka, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un Canadien d'origine hongroise. Donc, il nous a dit tout à l'heure, avant d'entrer en ondes, qu'il est arrivé à l'âge de 9 ans au Québec. Donc, il est filmmaker, il est cinéaste, il travaille donc dans l'industrie depuis plus de 4 décennies, ça fait plus de 40 ans. Parfois scénariste, arrivé quelques fois, des fois producteur aussi, mais surtout réalisateur.
le grand public, principalement au Québec, le connaît pour un paquet de trucs, des séries, des films. Tu sais, rapidement, il y a eu la série Scoop, qui a été ultra populaire au début des années 90. Qu'on a vu avec, évidemment, les grandes stars de l'époque. La Florida, hein, un classique quand même du cinéma québécois, comédie parfaite, hein, avec les Snowbirds, Rémi Girard, du Bonbon en 93, la série Omerta, très culte, nos mafieux québécois, saison 3, c'était Mialka qui l'a réalisé. Les Boys Cats, hein, une des séries les plus profitables du cinéma d'ici, le volume 4 en 2005, puis bien évidemment, il produit encore un paquet de trucs. Juste mentionner rapidement une série récente, 24 Hour Rental, sortie en 2014. Il y a Michael Biehn là-dedans. Michael Biehn, c'est pas un Pee-wee, il a joué dans Terminator, Aliens et The Abyss, on le connaît bien. Les gens qui sont des fans de cinéma de genre comme nous connaissent Georges Mialka pour des films comme Hostile Takeover, justement, Michael Ironside dedans, qu'on parlait tantôt, David Warner, hein, qu'on a vu dans The Old Man, dans Tron, Eternal Evil. Ah ouais, ben ouais. Eternal Evil, hein, qu'on a aussi appelé The Blue Man en 85, avec Karen Black, quand même. Minefield. Il a écrit le scénario pour Minefield de Jean-Claude Laure en 89 avec Michael Ironside. Hein, on le salue. Mais nous, on est des gros fans. On n'est pas les seuls d'un des plus grands films d'horreur canadiens. Ben, j'allais dire québécois, mais parce que George, Québec, Canada, est toujours tout près de nous. Un pied dans chaque côté. Et voilà, My Bloody Valentine, 1981, le slasher préféré de Quentin Tarantino, hein, donc ça a été dit dans les médias, c'est quand même pas rien. Donc, merci d'être avec nous, Georges. Un plaisir, comme toujours. C'est aussi mon slasher préféré, et je ne dis pas ça parce que George, tu es avec nous, je le dis souvent quand on parle de films de slasher, je trouve qu'il y a une différence beaucoup entre My Bloody Valentine et d'autres slashers qui devenaient un peu une poutine commerciale, générique, tout le monde faisait des slashers à un certain moment donné, mais My Bloody Valentine est tellement différent. Et là, on est à 3 jours de la Saint-Valentin, et Georges, je vais commencer ma première question, mais comment est-ce que le projet My Bloody Valentine est tombé dans tes mains back in the days? Oh, c'est une histoire assez tordue. On aime ça. J'ai réalisé un petit film de comédie qui s'appelle Pinball Summer en 79. Aussi appelé Pick-up Summer, hein? En États-Unis, c'est Pick-up Summer. En Canada, c'était Pinball Summer. En France, c'était quelque chose de 5, de je ne sais pas quoi, là, mais c'était vendu par tout le monde. Ouais. Et bien sûr que le moment qu'on fait, à l'époque, on a fait un film financièrement un succès. John Dunning et André Link immédiatement voulaient savoir c'est qui ce gars-là. Oui, est-ce qu'on peut faire de l'argent avec lui? Donc, il m'a offert un contrat de 2 films. OK. Et bien sûr, comme j'ai fait la comédie, tous mes courts-métrages en université, les comédies aussi, les satires, on a décidé de faire une comédie qui s'appelait Stitches. C'était une comédie située dans un hôpital avec des docteurs, des infirmières fous et assez caustique dans un sens de toute la situation de Medicare et américain et notre chose de santé aussi. Mm-hmm. Et j'ai connu beaucoup de gars qui travaillaient pour The National Lampoon. Oh, nice. Donc, j'ai engagé deux auteurs de National Lampoon à travailler avec moi pour ce scénario.
malheureusement, un de notre, disons, l'écrivain numéro 1 dans ça a eu un petit problème de, comment ça s'appelle ça, diplomatiquement, discrètement, un peu de Peruvian marching powder. Oh, OK. Yeah. Donc, quand c'est le temps de livrer le scénario, il nous livrait un scénario de à peu près 900 pages. Wow! Il a livré une série. Mais tu sais, il y a eu beaucoup d'énergie, là. Oui, hein? Extended edition, hein? Ouais. Et John Dunning a dit, je vais dire ça en anglais parce que c'est John Dunning qui l'a dit. By the time I finish reading this, we should have shot the fucking movie. C'est pire que la Bible, Colin. C'est de la page en titi. Donc, il a dit, mais écoute, pourquoi on fait ton deuxième film première? Et j'ai dit, OK, pourquoi pas? J'étais assez jeune et j'ai besoin d'argent. J'ai dit, bon, mais bien sûr, j'aimerais tourner un film cet été. Il a dit, mais écoute, il y a une idée, une page que j'ai montrée à Paramount. Paramount est très intéressé. Si tu es intéressé dans ça, on peut commencer le développement. J'ai dit, OK, pourquoi pas? J'ai lu une page tout de suite et j'ai dit, mais Jean, c'est une horreur. Je n'ai jamais fait un film d'horreur avant. Et il me dit, mais tu n'as jamais fait une comédie avant que tu fasses une comédie aussi. Exact. J'ai dit, OK, mais c'est logique. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu es intéressé? Oui, je suis intéressé. Je suis toujours intéressé d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, il a engagé un jeune écrivain de Los Angeles qui s'appelle John Baird. John est arrivé à Montréal dans une semaine. Et John et moi, on a travaillé sur une histoire, une story. OK. C'était comme 10 pages de story. John a aimé ça beaucoup. Il dit, OK, mais pendant que John écrit, toi, tu vas aller chercher des locations, tu vas chercher les places à tourner. OK. Shooting location, oui. Shooting location. Yeah. J'ai dit, OK, mais où? On a dit, mais il y a des mines de charbon en Nouvelle-Écosse, mais tu vas aller à Nouvelle-Écosse. Je dis, cool. Yeah. Pourquoi pas? Mais il me dit une chose à ce moment-là. Ça, c'était à peu près mi-août à ce temps-là. Il dit, il faut qu'on finisse le film par le 23 janvier. Qui te laissait combien de temps? Moins de 5 mois. 5 mois. Il faut qu'on finisse ça avant le 23 janvier parce que j'ai fait un deal avec Paramount. Ça va être dans 1200 cinémas. Wow. Le 13 février. Ben, c'est ça, il fallait que ça sorte pour la date. Ben oui. Ouais. J'ai dit, mais écoute, c'est un peu court, non? Il dit, oui, mais t'es jeune, t'as pas besoin de dormir. Mais John Dunning et Cinepic, c'était un peu comme Roger Corman, mais au Québec. Ouais, comme exactement. Bang, on y va, puis pas le temps de niaiser. Là. Exactement, pas de temps de niaiser. Si tu as besoin d'argent, on va te donner de l'argent. Donc, j'ai dit, OK, peut-être c'est possible, mais on va l'essayer. Donc, j'ai trouvé la mine à Sydney Mines, Nova Scotia. John, par le temps que je suis retourné à Montréal, John a écrit la première version de scénario qui était assez bon déjà. On a travaillé un peu dessus. John Dunning, bien sûr, voulait toujours travailler dessus un peu. Ouais. On a oublié presque toutes les choses que John a nous dit après qu'on a commencé à tourner, mais c'est une autre histoire. Mais bien sûr. Et on a commencé à tourner. On est arrivé
un des anecdotes, je vais le garder ça pour les trucs d'anecdotes. Ah ben oui, OK. Mais est-ce que tu étais déjà allé en Nouvelle-Écosse auparavant, avant d'aller Jamais. Avant ça, j'étais en Europe, j'étais en États-Unis, l'Amérique du Sud, mais j'ai jamais sorti de Canada ou de Québec. Ouais, Québec, en fait. Ouais. Parce que la Nouvelle-Écosse, c'est fantastique. Le Cabot Trail. Superbe. Donc, on a commencé à tourner. Et après ça, on a reçu des belles petites surprises, comme on ne peut pas amener des projecteurs dans la mine. Parce que sinon, ça pouvait exploser, je pense, c'est ça? Ouais. Donc, on était obligé de trouver une façon de tourner avec le moins de lumière possible. Dans le fond, des ampoules de 25 watts. Wow! Ça veut dire qu'à l'époque... Oui, c'est ça, à l'époque... À l'époque, on a tourné en 35, c'était 72-54. C'était le numéro le plus sensible de tous les stocks de Kodak à l'époque. Le problème avec ça, c'était que on n'a pas encore eu assez de lumière pour tourner. Ah ouais. Donc, pour ça, on était obligé de tourner vers une compagnie en New York qui s'appelle Chemtone, où il peut pousser ces stocks-là par un arrêt, un one-stop. OK. C'était juste assez, mais on était obligé de trouver des lentilles qui peuvent marcher dans ça. Et c'était les mêmes lentilles que Stanley Kubrick a utilisées dans Barry Lyndon. Ah oui, parce qu'il s'était shooté à la chandelle à l'époque. Oui, exact. C'est quoi? C'est des ouvertures de 1.2, genre? C'était des ouvertures de 1.1, 1 et minus 1. Okay. 9. Minus 1. 9. Donc, on a eu juste 4 lentilles qu'on peut tourner en bas. Le reste, en haut, c'était une autre histoire. Okay. Et le pire, c'est que j'étais un petit peu surpris parce que quand tu regardes le film, il n'est pas aussi grainy qu'il aurait pu être. Non, mais une des choses de ça aussi, le directeur photo, Rodney Gibbons, et moi, on a pris un cours avec Wilmer Zsigmond. Tu connais le gars qui fait tourner Deer Hunter. Okay. Oui. Et lui, il a trouvé une façon de aider le film en faisant quelque chose qui s'appelle flashing. Ça veut dire qu'il a ouvert le film. Ah, puis il est exposé. Avant, c'était exposé. Okay. Wow. Ah, ouais. Et pour 2 secondes, 3 secondes. Oh, wow. Et ça, c'est donné un effet que dans le noir, dans les ombres, on a toujours eu des détails. OK. Wow. Incroyable. Quand l'équipe a vu Rodney faire ça, tout le monde a pris. Ils ont dit capoté. C'était absolument fou. Oui, mais ça a marché. Parce qu'une canette de ça. Ça vaut cher, là. 1000 piastres à l'époque. Wow. Eh boy. Pour une canette. Puis là, c'est un petit peu à l'improviste, parce que tu ne sais pas vraiment si ça va donner le bon résultat. Pas du tout. Donc, on est arrivé en bas. On a toujours eu des problèmes parce que on a eu 2 ascenseurs pour rentrer en dedans. Ça a pris 40 minutes de descendre. À tous les jours. À tous les jours. Donc quand l'appel pour l'équipe était 8 h le matin, par le temps que tout le monde est arrivé en bas, c'était 9 h, 9h15. Yeah. Après ça, on était obligé de monter 1h30 avant lunch. Ben oui. Ben oui, parce que vous que tout le monde pas respiré leur heure de lunch. Après ça, ça a pris 1 heure, 1 heure et quart, 1h30 pour descendre tout le monde. Et après ça, la même chose avant le rap. Aïe, aïe. Donc toute une logistique.
la logistique était assez difficile. Mais tu as réussi quand même à faire le film en 5 mois. C'est quand même. Et après ça, bien sûr, qu'on a été évacué 4 fois. Ah ouais? Parce que le méthane, méthane. Oui, le méthane, c'est ça. Est-ce que vous avez mis un petit oiseau en bas? Non, pas d'oiseau. C'était un truc électronique par ce temps-là. Okay. Mais on a toujours eu un gars de sécurité avec nous. Et qu'est-ce qu'il arrive là-bas? Parce que c'était 900 mètres en dessous et 1 kilomètre en dessous de l'océan. Wow! God. Et il y a des... ça s'appelle ça des cheminées de ventilation dans une mine. Ouais. Quand la température, quand le baromètre est bas, ça veut dire que l'atmosphère est pesante. Ça veut dire que le méthane ne peut pas sortir de la cheminée. Donc, le méthane restait en bas. Okay. Donc, c'était dangereux. Aïe, aïe, il fallait vérifier le baromètre. On est arrivé en bas, on a travaillé 1 heure et après ça, tout le monde faut partir. Et combien de jours vous avez filmé dans la mine, en fait? De le 31 jours, on a filmé à peu près 20 jours dans la mine. Wow. Ouais, quand même. Ouais. C'est fou. Ouais. Mais on a réalisé qu'on ne peut pas tourner plus que 2 minutes par jour en bas. Donc, on était obligé d'avoir une 2e équipe et une 3e équipe que j'ai réalisé. Quand j'ai sorti de la mine, j'ai rentré à mon hôtel, j'ai pris une douche et j'étais allé réaliser le 2e. Après ça, quand ça s'est fini, j'ai fait le 3e. Wow! Donc, j'ai dormi 2-3 heures par jour. Mais tu étais jeune. Oui, tu étais jeune. J'étais jeune. Je n'ai pas besoin de dormir. Je veux qu'on continue un petit peu de parler de My Bloody Valentine et de autres choses. Mais avant, comme que je disais, on a nos questions à rafale que Martin a préparées. Donc allons-y pour la petite chronique des questions à rafale. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? So, George, je fais mes recherches pour poser des questions. C'est des questions de style humoristique la plupart du temps. Il y a des fois, il y a des petites questions pièges, mais tu vas voir, c'est le fun. On va commencer avec la première. Premièrement, félicitations pour ta première année de mariage avec Sue le mois passé. Merci beaucoup. Là, j'ai besoin de savoir quel cadeau est-ce que tu as offert à ta douce moitié? Une bague. Oh, OK. C'est super bon, ça. Non, on a décidé d'être très, très, comment je peux dire ça, pragmatique. C'est bon. On a décidé de sauver notre argent. On a fait un superbe petit mariage dans une superbe maison à côté de Lake Erie. On a passé 2 mois de quarantaine. Wow. Ben, c'était idéal. C'était super. Oh oui, my God, tu relaxes, ça n'a juste pas de sens. Ouais. Un honeymoon de 2 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me rappelle sur Facebook, j'avais plein de personnes que je connaissais qui mettaient des photos de votre mariage, Avi, Justin, etc., lorsque vous avez fait le mariage, qui c'était à cause de la COVID, c'était en streaming, en fait, pour la plupart des gens. Ils étaient comme, oh, what an amazing wedding. Tout le monde mettait ça. J'étais comme, oh, c'est cool. On a eu à peu près 300 personnes sur Zoom. Ouais, j'ai vu ça, les photos, c'est vrai. Ouais. Lorsque tu commandes une crème glacée, est-ce que tu demandes pour 1 scoop ou 2 scoops? 2 scoops. Oh my God. Non. 2 scoops. Un pour Scoop dans le 80 et un pour moi maintenant. Si tu avais l'habilité de faire des voyages astro, quel mauvais coup aimerais-tu faire? J'aimerais passer une nuit chez Trump. C'est bon, ça. Wow.
Qui est le plus intimidant entre Mr. T et David Norman? Mr. T. C'est ce que je pensais, mais je voulais l'essayer quand même. Tu célèbres l'action de grâce en famille et soudainement, un homme entre dans la maison pour vous prendre en otage. Est-ce que tu lui offres de s'asseoir avec vous pour un bon souper? Oui. Ouais, c'est bon, c'est un bon choix. Absolument. Tu roules dans ton auto dans l'État du Texas. Sur le chemin, tu aperçois un hitchhiker. Est-ce que tu t'arrêtes? Et si oui, de quoi tu lui parles? Des armes, des pistoles. OK, je pensais que tu étais pour dire des histoires de meurtre, etc. Non. Lorsque tu as réalisé le film Psychic, est-ce que Zach Galligan cachait un Gremlins dans son sac? Non, c'était dans le parking. Si Il on a conduit un gremlin. Il a conduit une Gremlin, OK, oui, c'est c'est bon, vrai. mais j'avais pas pensé à ça. Je pense que ma femme a déjà eu une Gremlins avec sa famille dans le temps. Ah ouais? Oui, des belles petites autos, je trouvais. Oui, hein? Ouais. Si on t'offrait la chance de réaliser une suite à la Florida, est-ce que tu accepterais considérant les nombreux cas de COVID en Floride? Oui. Oui, OK, Ouais. c'est bon. Oui, absolument. J'ai mes 3 injections. There you go. Est-ce que tu te considères comme étant l'homme idéal? Tu fais des beaux jeux de mots, Martin. Répète-moi ça encore. Est-ce que tu te considères comme étant l'homme idéal? Oui. On va demander à Susan. Demande Susan, mais je pense que Je oui. pense que oui. Ouais, elle a pogné oui. elle a pogné le bon gars. Après les Boys 4 et Stick and Stones, tu acceptes l'offre de Disney qui te demande de réaliser une suite à leur populaire série The Mighty Ducks. Quel serait ton synopsis? Je n'accepterai pas de faire. Oh! Wow! C'est bien la première fois que j'entends quelqu'un qui dit ça. Lors de la Saint-Valentin, est-ce que tu offrirais du chocolat et des fleurs à Susan ou est-ce que tu lui offrirais ton cœur sanglant? Mon cœur. Oh, c'est cute. Quelle serait ta réaction si on retrouvait une copie des scènes manquantes de My Bloody Valentine? Une quoi? Si on retrouverait une copie des scènes manquantes de My Bloody Valentine. Parce qu'il en manque encore un peu, hein? C'est ça, même s'il y en a qui ont été rajoutés. Là. Qu'est-ce que je ferais? Je sautais de joie. Ouais, c'est ça que je pensais aussi. Mais il n'y en existe pas de copie, n'est-ce pas? C'est juste Non, malheureusement, non. Ah, et c'est quoi la raison? Est-ce que ça a été ouvert trop longtemps, donc ils ont disparu? Les non, c'est une autre histoire que je serais très, très heureux de vous raconter, mais c'était un peu plus compliqué que ça. OK. Est-ce que tu risquerais ta vie à poursuivre 2 sœurs, sachant qu'une gang de motards te recherche pour te casser la gueule? Oui. Oui, ça ferait un bon film. Alors, la dernière question, on la demande à tous nos invités. Freddy ou Jason? Freddy. Ça m'étonne parce qu'avec un slasher comme My Bloody Valentine, je pensais que tu aurais choisi Jason. Non, Jason, il m'a jamais excité. Jason était Trop plate, hein? C'était plate pour moi. Mais Freddy a le côté humoristique, hein, et Georges, tu as fait beaucoup d'humour aussi dans tes premiers films et tout, donc même la Florida, donc ça va bien. Ben, merci Martin pour ces questions toujours très originales. On parlait des scènes manquantes de My Bloody Valentine et ça m'amène à parler du censorship que le film a subi. Comment est-ce que vous avez dealé avec ça? Est-ce que vous attendiez à avoir autant de censorship au début ou est-ce que ça a été quoi les réactions? Pas du tout. John et moi, on a décidé il y a longtemps, avant même quand on a parlé quand on était en préparation, qu'on va faire quelque chose très, très, très rough. Bloody, pour que ça fasse avec le titre. Et qu'on va essayer de faire ça
dans une façon jamais inattendue. C'était en un plan. Mhm. OK. On a eu de superbes effets spéciaux. Donc, on a eu tous ces plans étaient planifiés de faire un plan. Par exemple, quand Happy a reçu son pickaxe, Ah ouais, hein? c'est rentré ici, son œil a tombé, Ouais. le truc a sorti dans un plan. Wow. Donc, Ouais. et quand on est arrivé à Los Angeles, on était en train de faire le mix et on a coupé les négatifs à la même temps parce qu'on a eu le temps. On n'a pas eu le temps de faire ça dans l'ordre nécessaire. Ouais. Donc, et on a envoyé notre éditeur, comment s'appelle l'éditeur en français? Monteur vidéo. Monteur Mm-hmm. à Los Angeles avec une copie pour pour présenter et de savoir c'est quoi le rating. MPAA, oui. With the MPAA et Jack Valenti. Jack Valenti était un homme, disons, pas le plus sympathique. OK. C'était aussi n'oublions pas une chose. Canada a fait son premier percée dans le marché américain. John et André ont fait Meatballs, qui est un record pour une comédie box-office. C'était la première comédie qui a brisé 100 millions à l'époque. OK. Tout de suite après, Porky's. Mm-hmm. Oh my God. Of course. Beaucoup des films. Donc, il y a un peu de sentiment que les maudits Canadiens vont nous voler notre truc. Quand ils ont vu ça, j'imagine qu'ils ont immédiatement dit, tabarnak, si on monte ça, les autres films d'horreur ne vont pas jamais marcher. C'était vraiment ahead of its time dans ce sens-là. Ouais. Dans le côté effets spéciaux. Et d'autres choses aussi. Mais dans le côté effets spéciaux, certainement. Et n'oublions pas une chose que c'était une compagnie canadienne. Donc, Jack Valenti a dit, tell the Canadians to take their movie and go home. Wow. Paramount, par ce temps-là, a investi beaucoup d'argent dans la situation. Donc, Paramount décidait de ne pas nous supporter dans le sens, mais de dire que just cut whatever needs to be cut. Mm-hmm. Oui. Mais heureusement, on est chanceux, on a pu voir la version unrated, uncut, plusieurs années plus tard, là, quand même. Oui, mais malheureusement, qu'est-ce qu'il arrivait que quand ils ont décidé de faire les coupures, on n'a eu pas beaucoup d'autres matériels à couper. Dans le fond, dans tous les autres films, l'arme va vers la caméra. Après ça, on voit l'arme dans le corps de quelqu'un. Mm-hmm. Il y a toujours 2-3 plans. Ah, ouais, c'est vrai. Tu peux couper ici un peu, tu peux allonger ça là. Donc, tu ne vois pas tout. Donc, le percé, c'était qu'est-ce qui a vraiment, vraiment disturbé les gens des États-Unis. Et là, puisque vous aviez filmé one shot most of the time, it wasn't possible to cut. Mais je dois dire, OK, avec le uncut version de My Bloody Valentine que j'ai vu, qui est sacré gore, là, je peux m'imaginer comment c'était juste avec les autres coupeurs manquantes. Ça a dû être Il manque encore un autre 5 minutes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, mais coupe 12 carrés. 12 frames. Ah ouais. OK, donc on a coupé ça. On a ajouté le mix, le son pour ça. On a ajouté le négatif pour ça. On a montré ça.
Ah, faut que tu coupes un autre 6. Faut que tu coupes un autre 8. Donc, par le temps que ces scènes étaient coupées, il restait des petits 3 carrés, 5 carrés, 6 carrés. Et n'oublions pas qu'en coupe négative, on perd toujours le fin et le début de chaque plan. Ça, c'est déjà parti. Ouais. Donc, tu ne peux jamais remettre ça dans le fond. Et ils ont coupé toute une scène. La scène où, juste avant, Hollis trouve les deux amoureuses juste avant que Hollis a le truc dans la tête. Oui, ça, c'est le frisé là, dans la mine. Oui. Le petit vierge et le gars gêné, ils ont eu une scène d'amour en bas. OK. Et dans cette scène d'amour, ils commencent de baiser très gentiment, très, très romantique. Et le mineur arrive avec ça veut dire, it's like an awl. Je ne sais pas c'est quoi ça. C'était une... comme un spear, but non. C'était un utile de mine. OK. Qu'ils mettent ça dans le dos de gars. La petite fille a ses yeux fermés. Le gars fait un pouce. Elle fait un « Ah! » Elle ouvre ses yeux, elle ouvre sa bouche. Lui il saigne de la bouche et ça va dans sa bouche. Oh, my God! Et après ça, il fait un autre qui maintenant perce tout le corps de le gars et perce son corps aussi. Donc, les deux sont ensemble pour une éternité. George, tu sais qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait partir un Kickstarter puis ramasser des fonds pour refaire toutes ces scènes-là avec le style des années 80. Pourquoi pas? Montrer qu'est-ce que c'était. On retourne à Valentine's Bluff, là. On s'en va de la mine. I'm in. On réutilise tout le même équipement. Donc, cette scène-là était coupée. Ils ont nous dit, il n'y a aucune façon de sauver ça. Il faut que tu coupes cette scène. Aïe, aïe. Donc, cette scène a disparu. Et, on a passé proche de ne pas voir la scène aussi de la douche. Hein? La fille en palais sur le pommeau de douche. C'est assez intense, ça. C'est un des plus intenses kills que j'ai vu dans un slasher. C'est pour vrai. Ouais. Oh, ben ça, c'est mon favori. Ouais. ça, c'est toujours été mon favori. Ouais. Mais encore une fois, c'était coupé, parce que dans l'original, quand sa tête est arrivée là, on a gardé sur son visage, la caméra a descendu, le gars a tourné la douche, et la caméra a monté pour montrer que l'eau sort de sa bouche. Wow. Ouais. Il est devenu un showerhead. Une des choses qui fait partie du film et qui fait partie du générique que j'adore, c'est la fameuse ballade de Harry Warden, qui est quelque chose de complètement inusité. Tu vois pas ça. La chanson, je l'ai écoutée après-midi, elle est tellement bonne. Ben oui. L'idée d'avoir une ballade dans le end credit, est-ce que ça vient de toi? Ouais. Mais un peu, mais il faut que je donne presque tous les crédits à Paul Zaza. Ah oui! Qui a fait la trame de Prom Night, qui a fait de films. Mais Paul et moi, on a discuté comment on va finir le film. Et on a essayé toutes les autres musiques, les thèmes qu'on a eus et tout ça, là. Et c'était un peu répétitif. Je juste trouvais ça un peu plate. OK. Que je dis à Paul, mais pourquoi pas une chanson? On a fait beaucoup de chansons de country dans le film. C'est vrai, dans le port. Tous les chansons qu'on entend sur le jukebox et tout ça étaient les chansons originaux. OK. Ah ouais? Nice. Ouais. Tout écrit par Paul.
Ah ouais. Et j'ai dit, mais pourquoi pas une chanson, Paul? Il a dit, fuck me, that's a good idea. Il a sorti un jour après, il est revenu avec ça. Ouais, mais c'est ce que j'ai lu dans les entrevues. Il était assez rapide. Hein? Pour vrai, ouais. le Prom Night, je pense qu'il a écrit ça en 2 jours, le score. Ouais. Non, Paul est une machine à créer. Moi, j'avais un commentaire. Tantôt, Steve parlait de, justement, My Bloody Valentine. C'était vraiment différent de tous les slashers de l'époque. Tu sais, 1981, ça a été une grosse année. Il y a eu beaucoup, beaucoup de slashers. Moi, l'année passée, j'ai fait des critiques à chaque mois sur un film slasher des années 80, de 81. Mais My Bloody Valentine, c'était le seul qui avait un cast, que c'était pas des jeunes ados, c'était des gens crédibles, c'était des mineurs dans la mi-vingtaine, trentaine, puis on y croyait. C'est arrivé à quel moment, ça? Dans l'écriture ou dans le casting, d'avoir cette idée? C'est arrivé le premier jour que je parlais avec John Baird. Mon film favori à l'époque était Deer Hunter. OK. Mon directeur de photo favori était Vilma Zsigmond. Okay. Quand on a dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose de différent. Je ne veux pas faire un autre slasher avec des jeunes anonymes, des belles petites filles qui ne disent rien. Faut qu'on trouve une façon de donner un caractère à ce monde-là et de trouver une façon crédible de montrer que ce sont des travailleurs, de blue collar. Ouais. C'était impossible de faire ça avec les gens de 18 ans. Et je peux donner tout le crédit à John Dunning qui a dit OK à ça. Ah oui, hein, c'est ça. Il faut quand même que le producteur aille dans ce sens-là. Puis pour nous autres, les Québécois, excuse-moi d'interrompre, je voulais juste rajouter sur le cas de Karl Marotte. Ah ben oui. Nous, Québécois, qui écoutaient Lance et Compte, moi, j'étais trop jeune pour voir My Bloody Valentine à l'époque, quand le film est sorti, mais je l'ai vu après d'avoir vu Lance et Compte, puis c'était juste incroyable de voir Karl Marotte, la tête bouillie avec les saucisses dans la cuisine. Mais lui, il avait joué dans Pick-Up Summer. Dans Pinball Summer. C'est ça, hein? Ouais. Mais j'étais assez loyal. Helen Udy a joué en Pinball Summer aussi. Rob Stein a joué en Pinball Summer. Tom Kovacs a joué en Pinball Summer. OK. Fait que les gens se connaissaient déjà. Fait que ça n'a pas été trop dur d'avoir une connivence, tout le monde ensemble. Non, c'est ça. On a déjà eu une connivence avec la moitié. J'ai déjà eu des expériences avec la moitié. Et l'autre moitié, on a choisi pour la chimie. Mais on était très chanceux de trouver tous ces bons acteurs aussi, qu'ils ont été disponibles sur un moment's notice, shall we say. Ben oui, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais c'est très important dans un film d'avoir un bon teamwork, parce que s'il n'y a pas un bon teamwork, ça fait du n'importe quoi. Et c'est le temps de notre chronique n'importe quoi. Ouais. All right, here we go. It's time for n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi on the road of the terror. Donc, la chronique n'importe quoi, comme que je te disais, George, avant l'enregistrement, c'est une carte blanche qu'un de nous s'offre à toutes les semaines. Et cette semaine, c'est moi et moi, vu que on t'avait toi comme invité, on parlait de Canadian Horror, et que cette année, il y a un film québécois, canadien, qui est sorti, qui s'appelle Slacks, qui a été raté number 4 par Rotten Tomato dans les meilleurs films d'horreur cette année. Je me suis dit, pourquoi que je ne ferais pas un top 5 moi-même de mes films d'horreur canadiens? Et j'ai trouvé que c'était extrêmement difficile, sérieusement. Comme je vous ai dit, j'adore My Bloody Valentine. J'adore aussi Black Christmas, qui est un film incroyable selon moi. Black Christmas était un peu d'inspiration pour le point de vue. Ah oui, oui, c'est ça, le point of view dans Black Christmas est incroyable.
J'adore le film de Changeling. Oui. Ce film-là m'a tellement mis des frissons, tellement que le suspense est incroyable dans ça. Et un autre film que j'adore, qui est plus récent, c'est End of the Line de Maurice Devreau. Je trouve que Maurice a fait... Tu n'as jamais vu End of the Line, il faut vraiment voir End of the Line. Maurice a fait un travail exceptionnel. Et là, c'est en quoi, 2005 peut-être? Ça? Je pense que oui, 2005-2006. Et là, j'avais 4 films et ensuite, je ne sais pas quel me prendre comme 5e film. Tu sais, il y a des Prom Night, il y a Happy Birthday to Me, il y a tous les films de Cronenberg, il y a Scanner, Curtain. Fait que je me suis dit, ben, à la place de chercher moi, je vais vous relancer la balle à vous, puis je veux savoir c'est quoi votre top 3 ou top 5 de films d'horreur canadiens. Puis on va commencer par George, en fait, qui est notre invité, savoir. George, c'est quoi tes films d'horreur canadiens que tu adores? Ginger Snaps. Oh yeah. C'est good one. J'aimais Pontypool. Ah oui? Pontypool, j'ai été faire des recherches. Pontypool sort dans presque toutes les listes de Best Horror Film dans les 15 premiers, tout le temps. Pontypool. Ouais, tout le temps, Pontypool, Black Christmas. Of course. Yeah. Changeling. C'est difficile. Il y en a Poor beaucoup. Agnes. Comment? Poor Agnes. Poor Agnes. OK. Je ne connais pas. Ouais. C'est très intéressant. Je travaille avec ce jeune réalisateur maintenant pour produire son 2e film. OK, fait que c'est récent. OK, c'est pas très récent. C'est à peu près 4 ans, 3 ans, 4 ans. OK. Poor Agnes. OK, I'll look it up. Ben, Christophe, toi, ça serait quoi tes... Ben, tu sais, c'est ça, t'en as mentionné une couple. Moi, dans mes runner-up, j'avais Ginger Snaps aussi, que j'ai adoré. Vraiment un film de loup-garou parfait. L'intro du film aussi, avec les filles, avec les photos de suicide, de faux suicides, c'est juste, sont trop bonnes. Dans mes runner-up, j'ai les 7 jours du Talion, de Pods. Oui. Ça, c'est pas mal bon. Assez élevé. Les livres, moi, je suis un fan de Sénécal, Patrick Sénécal. Ouais, moi aussi. Puis c'est vraiment top. Le Bagman, il faut le mentionner, le Bagman. Oui. Bagman, Roadkill Superstar. Le Bagman. Mais, tu sais, le moyen-métrage, je parle du... tu sais, pas le 2 minutes qu'ils ont fait, celui de 30 minutes, trop bon. Mais, tu sais, moi, dans ma jeunesse, je me rappelle d'avoir loué les vidéos de Gate, de Tybor Takacs. De Gate. Avec l'espèce de fissure, avec les petites personnes en stop motion, les espèces de gnomes. Là. Changeling, vous l'avez dit, Black Christmas de Bob Clark, My Bloody Valentine, évidemment. Puis moi, j'étais un gros fan de Cronenberg. Fait que, moi aussi. Scanners ou Rabid ou The Dead Zone ou Videodrome ou The Fly. Ou n'importe quoi de Cronenberg, finalement. Disons juste... Cronenberg. C'est ça, oui. Exact. C'est plus facile. Moi, il a fait un nouveau maintenant qui s'appelle Crimes of the Future. Ouais. Qui va sortir l'année prochaine. Oui, on a eu la chance d'aller rencontrer. Il y avait une exposition de Cronenberg à la Cinémathèque québécoise ici à Montréal. On a eu la chance d'aller rencontrer les gens de la Cinémathèque, justement, qui nous ont expliqué tout ça et de son nouveau film. Donc, on a vraiment hâte de le voir. Ouais. Martin? Hey, écoute, c'est vraiment difficile parce qu'il y en a beaucoup de très bons films canadiens. Puis il y a ceux que les gens ne connaissent pas non plus. Ils ne savent pas que ça vient du Canada. Évidemment, My Bloody Valentine fait partie de mon top 5 parce que c'est écœurant. C'est le meilleur slasher canadien qu'il n'y a pas. Moi, Tucker and Dale versus Evil. J'adore ce film-là. C'est drôle. Je suis un gros fan de Turbo Kid. Là. Ça ne cache pas, là, c'est canadien, ce film-là. Black Christmas, évidemment. Je vais essayer d'aller un petit peu plus à l'extérieur, comme Happy Birthday to Me, qui est un autre slasher que j'adore. Terror Train, Prom Night. Ces films-là, c'est tous des excellents films. Puis je vais en nommer un de 2 réalisatrices qui sont d'excellentes réalisatrices, American Mary. Oui, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas, les gars. Votre film préféré, Steve et Martin, The Witch, ça a été tourné en Ontario. Oui, je sais. C'est de l'ironie. Il y a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Little Bit Zombie.
Oui! Ah, avec Oh le mon moustique. Dieu, Hein? oui. Ouais. J'ai ri à ce film-là, j'ai tellement ri, je l'ai écouté au moins 3 fois, ça vaut la peine, ça vaut le Hey, détour. Là. Steve, remets-moi en gros 2 secondes et demie. Je veux voir si George a déjà vu cette bière. No! J'ai ramassé ça aux États-Unis il y a peut-être 7-8 ans. J'ai gardé la bouteille parce qu'elle est vraiment trop belle. Oui. My Bloody Valentine Ale. C'était une bière rousse. Veux-tu m'envoyer une photo de ça? Oui, pas de problème. C'est vraiment. Mais là, attends, c'est-tu Paramount jeunes. qui doit les poursuivre ou c'est toi, George, qui doit les poursuivre? On voit le cœur ici en plus. Là. Ben ouais. Wow! Je vais t'envoyer des photos. Il y a aussi un groupe de musique qui a film qui s'est nommé My Bloody Valentine. Est-ce que tu étais au courant? Ben, tu étais au courant, oui, mais quand c'est arrivé, est-ce qu'ils ont communiqué avec toi pour dire on nomme notre groupe de musique because of your movie? Ou, Non. Okay. Mais à la même temps, je pense que c'était une des petites choses qui a ramené Bloody Valentine dans la conscience des jeunes. Mm. Comme quand Tarantino a parlé de votre film, il y a peut-être une dizaine d'années, hein, quand il a mentionné ça, ça a dû donner un espèce de boost aussi. Oui, c'est ça. Bloody Valentine a donné beaucoup de boost à l'époque parce que quand les jeunes ont cherché Bloody Valentine sur l'Internet, bien sûr que le film et tout le monde veut savoir pourquoi Bloody Valentine. Donc, c'est beaucoup aidé un peu de garder dans la mémoire et garder de rappeler aux jeunes qu'il y a un film qui a fait il y a 15 ans avant. Oui, j'assume que Scream Factory a beaucoup aidé aussi à relancer cette popularité derrière My Bloody Valentine. Oui, tu sais que Scream Factory ou Shout Factory a sorti un disque vinyle. Ah oui, hein? Ah oui? Je savais même pas. Avec la petite poupée aussi. C'était juste la musique de Valentine, de Bloody Valentine, qui était très, très, très intéressant. Moi, qu'est-ce que je suis triste, là, c'est que John Dunning avait écrit un traitement pour une suite. Hein? Puis ça s'est jamais fait. Il a essayé de le vendre, je pense, à Lionsgate quand ils ont acheté Cinepix. Puis finalement, il y a eu un remake. Malheureusement, il y a 2 choses dans ça. Comme j'ai déjà dit, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour John, mais par le temps qu'il a écrit cette suite, c'était un peu old-fashioned. C'était trop tard. C'était trop tard pour le style qu'il voulait avoir. Donc, ça n'a pas marché. Donc, après ça, je travaille avec John sur une autre version que jamais été... Lionsgate ne voulait pas faire parce que Lionsgate voulait faire un remake. OK, ouais. Le fameux remake. Ouais. À ce moment-là, je travaille sur un autre plan pour soit une suite ou soit une mini-série comme une suite pour Bloody Valentine. Wow. Et je vais savoir dans un an à peu près si on peut le faire ou non. Et il y a moi, j'ai vu, il y a quelqu'un qui prépare un fan film de My Bloody Valentine. Je ne sais pas si tu as vu leur Indiegogo et leurs props et leur tout. Ils ont une belle page Facebook en tant que tel. Ils veulent vraiment faire un fan film sur My Bloody Valentine. Oui. Ils ont été en contact. Je leur ai donné un peu go ahead. OK. Go ahead. Stamp of approval. Have fun. Cool. Le temps file, on arrive à la fin de l'émission. On aurait pu faire 2 heures. Hein. Oui, mais moi, je veux vraiment savoir l'anecdote, George, que tu nous parlais au début. Tu as dit, I'm going to keep it for that at the end. Vas-y, on veut savoir c'est quoi l'anecdote. OK. Mais tu sais, comme j'ai dit, on a fait le scout pour de trouver la mine. On a finalement trouvé cette mine-là qui était fermée il y a juste 6 mois avant qu'on arrivait là. Donc, tout était là. Tout était comme une vraie mine travaillant. Parce que les autres étaient comme le musée. C'était laid. C'était poussiéreux. C'était vraiment, vraiment rouillé.
vraiment exactement qu'est-ce que vous voulez d'avoir. Et on a dit, bon, mais notre producteur, notre line producer, production manager a dit, bon, mais il a signé un contrat avec eux, on va revenir dans un mois. Bon, on revient dans un mois. Ces bons gens ont dépensé je ne sais pas combien d'argent pour repeinturer toute la place. C'était absolument propre, blanc, net. C'était comme une mine de Walt Disney. Oh non. Il voulait que ça soit spick and span, que ça soit propre. Spick and span, propre. Tout était peinturé, tout était absolument... C'était comme tout neuf. J'assume que c'est pas ça que vous vouliez. Non. Fait que là, il fallait salir tout ça. Donc, on était obligé d'engager tous les scenic painters, je ne sais pas, de Québec, les assistants de Nouvelle-Écosse. Et ça nous coûtait 75 000 $ à l'époque pour retoucher tout ça, que c'était l'air laid et rouillé et poussiéreux. Donc, on a commencé le film avec un 75 000 $ de overage. Le premier jour qu'on est arrivé. Et là, il y a du temps. Ça prend du temps aussi faire ça. Est-ce que ça vous a... mais c'est pourquoi on était obligé d'amener une armée. Une vraie armée, à peu près une trentaine de peintres pour refaire tout ça. Wow. C'est fou. Mais eux, ils voulaient bien faire. En fait, ils voulaient que vous arriviez et que vous soyez confortable. Mais bien sûr, parce qu'il a dit, mais on ne peut pas montrer ça. C'est comme ça. Il faut que c'est propre pour ces bons gens de Hollywood. Aïe, méchante affaire. Ouais. Je prendrais peut-être un petit 2 minutes. J'aimerais ça parler de Blue Man, Eternal Evil. Christophe en a parlé avec Karen Black. J'ai jamais vu le film. Je sais qu'il a repassé à Fantasia il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous parler de ce film-là un petit peu? Mais c'était un peu... encore une fois, tu sais, j'aime beaucoup de jouer avec les gens, de trouver une autre façon de montrer. Et ça, c'était... une histoire de astral projection. OK. On était obligé, bien sûr, que pour ça, tu sais c'est quoi l'astral projection? Donc, on était obligé de trouver la façon de bouger une caméra de 35 mm. Et à l'époque, c'était comme ça. De bouger ça comme ça flotte dans l'air et tout ça. C'était un des gros défis de ce film-là. L'autre chose qui était intéressante dans ça, c'était qu'un peu la première fois qu'on a parlé de changement de sexe. Parce que Karen Black joue une femme en ça, qui a pris le corps d'une femme, mais il était un homme. OK. Wow. Et Karen Black, comme homme, dans un corps de femme, a séduit notre héros. C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle voulait avoir un corps d'homme encore une fois. C'était un peu les vampires spirituels. Ça, c'était l'histoire de ce film-là. C'est très intéressant. Je vais essayer de trouver une façon de pouvoir le regarder. Tu m'as convaincu. Écoute, George, merci. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps lorsque tu es au Canada pour parler avec nous de My Bloody Valentine. Je crois que les fans vont être très contents de pouvoir t'écouter. Et sûrement que certains vont apprendre que tu parles en français. Beaucoup de gens pas tellement bien ces jours. Très bien. Ah oui, très bien. Tu parles très bien. Non, mais je vais revenir à Québec et prendre quelques leçons très bientôt. Tu as juste à revenir sur le show, on va pratiquer avec toi, il n'y a pas de problème. OK, très bien. Mais on va faire ça chaque 2-3 mois. C'est bon, avec une bière et tout. Excellent. Anytime. Yes. Merci beaucoup, George. Merci beaucoup, George. Merci beaucoup tout le monde de nous suivre. Continuez de bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde.